Don Antonio de Isunza et Don Juan de Gamboa, gentilhomme de haute naissance, du même âge, sensés, spirituels et amis intimes, se trouvaient ensemble étudiants à Salamanca. Mais emportés par le sang bouillant de la jeunesse et, comme on dit, par le désir de voir du monde, ils résolurent de laisser là leurs études et de s'en aller en Flandre, parce qu'il leur semblait que l'exercice des armes, qui sied et convient à tous, sied mieux encore aux gens bien nés et d'illustre origine. Ils arrivèrent donc en Flandre, quand la paix était rétablie, ou du moins qu'on négociait pour l'obtenir bientôt. Ils reçurent à Anvers des lettres de leurs parents, qui leur mendaient le grand déplaisir qu'ils avaient éprouvé en apprenant l'abandon de leurs études. Et leur reprochaient aussi de ne pas les en avoir informés pour qu'ils eussent pu les faire voyager avec les commodités qu'exigeait leur naissance. Les deux jeunes gens, voyant le chagrin qu'ils causaient à leurs parents, se décidèrent à retourner en Espagne, puisqu'il n'y avait rien à faire en Flandre. Mais avant de rentrer dans leur pays, ils voulurent voir les plus fameuses villes d'Italie. Et quand ils les eurent toutes visitées, ils s'arrêtèrent à Bologne. Là, charmés des fortes études de cette insigne université, ils voulurent y terminer les leurs. Ils donnèrent avis de ce dessein à leurs parents, qui s'en réjouirent beaucoup, et témoignèrent leur approbation en les pourvoyant avec magnificence, afin qu'ils montrassent dans leur train de vie ce qu'ils étaient, et de quels parents ils étaient nés. Dès le premier jour qu'ils parurent aux écoles, ils furent unanimement reconnus pour gentilshommes, galants, spirituels et bien élevés. Don Antonio atteignait l'âge de 24 ans, et Don Juan n'en avait pas plus de 26. Ils ornaient encore cet âge heureux par leur bonne mine, par leur talent de musicien et de poète, par leur adresse et leur bravoure, qualité qui les rendait aimables et les faisait chérir de tous ceux qui les fréquentaient. Ils eurent bientôt une foule d'amis, non seulement parmi les étudiants espagnols qui suivent en grand nombre les cours de cette université, mais parmi ceux de la ville et des autres nations. Ils se montraient avec tous pleins de libéralité et de courtoisie, et bien éloignés de cette arrogance qu'on a coutume de reprocher aux Espagnols. Comme ils étaient jeunes et de bonne humeur, il ne leur déplaisait pas d'avoir connaissance des beautés de la ville. Et bien qu'il y eût alors beaucoup de dames, filles ou mariées, en grande réputation de vertu et de beauté, l'une d'elles les surpassait toutes. C'était Cornelia Bentiboli, de l'antique et généreuse famille des Bentiboli, qui furent un temps seigneurs de Bologne. Cornelia, merveilleusement belle, se trouvait sous la garde et la protection de Lorenzo Bentiboli, son frère, respectable et vaillant gentilhomme. Ils étaient orphelins de père et de mère, mais leurs parents, en les laissant seuls, les avaient laissés riches, et la fortune est un grand soulagement à cette position. La retraite où vivait Cornelia était si profonde, et son frère mettait tant de sollicitude à la garder, que ni l'une ne se laissait voir, ni l'autre ne permettait qu'on la vît. La réputation de la beauté qu'avait Cornelia donnait grand désir aux deux amis de la voir, ne fût-ce qu'à l'église. Mais toute la peine qu'ils se donnèrent fut perdue, et leur désir s'en alla en diminuant par l'impossibilité qui détruit l'espérance. Ainsi donc, livrés à l'amour de leurs études et à quelques honnêtes amusements, ils passaient une vie aussi gaie qu'exemplaire. Ils sortaient peu la nuit, et s'ils sortaient, c'était ensemble et bien armés. Or il arriva que devant sortir un soir, Don Antonio dit à Don Juan « Je veux rester encore pour réciter certaines oraisons, mais partez, et je vous suivrai bientôt. » « C'est inutile, répondit Don Juan. « Je vous attendrai.
Et si nous ne sortons pas cette nuit, qu'importe. Non, par votre vie, répliqua don Antonio. Allez prendre l'air. Je vous rejoindrai bientôt, si vous passez par là où nous avons coutume de passer ensemble. Allons, faites à votre goût, reprit don Juan. Si vous sortez, je ferai cette nuit les mêmes stations que les nuits précédentes. Don Juan sortit en effet, et don Antonio resta. L'heure était avancée, et la nuit obscure. Lorsque don Juan eut parcouru 2 ou 3 rues, se voyant seul et n'ayant personne à qui parler, il résolut de retourner à la maison. En effet, il rebroussa chemin, mais en passant dans une rue bordée de galeries en marbre, il entendit que d'une porte, on l'appelait tout bas du bout des lèvres. Regarde, regarde. L'obscurité de la nuit et l'ombre que projetaient les galeries ne lui laissaient point voir d'où venait cet appel. Il s'arrêta, prêta toute son attention, et vit entr'ouvrir une porte. Il s'en approcha et entendit qu'on lui disait à voix basse « Êtes-vous Fabio par hasard ?» Don Juan, sans trop savoir pourquoi, répondit « Oui. »« Eh bien, prenez !» reprit-on du dedans. « Mettez-le en sûreté et revenez vite, c'est important. » Don Juan étendit le bras, rencontra un paquet, et quand il voulut le prendre, vit qu'il fallait y mettre les 2 mains. Dès qu'on l'eut laissé dans les siennes, on ferma la porte, et il se retrouva dans la rue, chargé sans savoir de quoi. Mais presque aussitôt, un enfant nouveau-né se mit à vagir, et don Juan, au cri qu'il poussait, resta aussi embarrassé que surpris, sans savoir que faire, ni quel parti prendre dans une telle aventure. Car il lui semblait qu'à revenir frapper à la porte, c'était mettre en péril la mère de l'enfant, et à le laisser là, l'enfant lui-même. D'une autre part, s'il l'emportait chez lui, il n'y avait personne qui pût en prendre soin. Et dans toute la ville, il ne connaissait pas davantage quelqu'un à qui le confier. Enfin, voyant qu'on lui avait dit de mettre l'enfant en sûreté et de revenir aussitôt, il se décida à le porter à sa maison et à le laisser au pouvoir d'une gouvernante qui le servait, puis à revenir voir si son aide était nécessaire en quelque chose. Car il s'était bien aperçu qu'on l'avait pris pour un autre, et que c'était par erreur qu'on lui avait remis l'enfant. Finalement, sans faire plus de réflexion, il l'emporta chez lui, et rentra lorsque don Antonio venait de sortir. Arrivé dans son appartement, il appela la gouvernante, découvrit l'enfant, et reconnut que c'était le plus beau qu'il eût jamais vu. Les langes dans lesquels il était enveloppé témoignaient qu'il était né de parents riches, et la gouvernante les ayant écartés trouva que c'était un enfant mâle. « Il faut, dit aussitôt don Juan, donner un tété à cette petite créature. Voici comment nous allons faire. Vous, gouvernante, vous lui ôterez ses riches enveloppes pour lui en mettre de plus humbles, et sans dire que c'est moi qui vous l'ai remis, vous le porterez chez une sage femme. Là, on trouve d'ordinaire des ressources contre semblables nécessités. Vous porterez de l'argent pour la satisfaire, et vous donnerez à l'enfant les parents qu'il vous plaira, afin de cacher la vérité et de ne pas dire comment il m'est venu. » La gouvernante répondit qu'elle allait obéir, et don Juan retourna en toute hâte voir si on l'appellerait une seconde fois. Mais un peu avant d'arriver à la maison où on l'avait appelé, il entendit un grand cliquetis d'épée, comme si plusieurs personnes étaient aux prises. Il prêta l'oreille et n'entendit aucune parole. Le combat se livrait à la sourdine. Mais à la lumière des étincelles que jetait le pavé frappé par les épées,
il put entrevoir que plusieurs hommes en attaquaient un seul, ce qui fut confirmé lorsqu'il l'entendit s'écrier « Ah, traître! Vous êtes plusieurs et je suis seul, mais cependant votre déloyauté ne vous servira de rien. » À cette vue et à ces mots, Don Juan, emporté par son cœur généreux, mit l'épée à la main, embrassa un bouclier qu'il portait, se jeta en 2 sauts aux côtés de celui qui se défendait, et lui dit en langue italienne, afin de n'être pas reconnu pour espagnol: « Ne craignez rien, un secours vous arrive qui ne vous manquera qu'avec la vie. Jouez des mains, car les traîtres valent peu de choses, si nombreux qu'ils soient. » « Tu en as menti, » répondit à ce propos un des adversaires. « Il n'y a point de traître ici, et la volonté de recouvrer l'honneur perdu autorise toute espèce de violence. » Il ne dit rien de plus, empêché par la hâte que se donnaient à frapper les ennemis qui devaient être 6, au compte de Don Juan. Ils serrèrent de si près son compagnon qu'avec 2 coups de pointe qu'ils lui portèrent à la fois, ils le jetèrent sur le carreau. Don Juan crut qu'il l'avait tué. Il se précipita bravement au-devant de tous et les fit reculer sous une pluie de coups d'estoc et de taille. Mais toute sa célérité n'aurait pu suffire pour attaquer et défendre, si la fortune ne l'eût heureusement aidé en faisant mettre aux fenêtres avec des lumières les habitants de la vue, qui appelaient à grands cris la justice. Voyant cela, les ennemis quittèrent la rue et s'enfuirent à toutes jambes. Sur ces entrefaites, l'homme abattu s'était relevé, car les épées avaient rencontré une cuirasse dure comme le diamant. Dans la mêlée, le chapeau de Don Juan était tombé, et le cherchant, il en trouva un autre qu'il se mit au hasard sur la tête, sans regarder si c'était ou non le sien. Le cavalier tombé s'approcha de lui. « Seigneur gentilhomme, lui dit-il, qui que vous soyez, je confesse que je vous dois la vie, et je l'emploierai en tout ce que je vaux et ce que je puis à votre service. Faites-moi la grâce de me dire qui vous êtes, ainsi que votre nom, afin que je sache à qui je dois me montrer reconnaissant. » « Je ne veux pas être discourtois, » répondit Don Juan, « bien que j'ai agi sans intérêt. Pour faire, Seigneur, ce que vous demandez, et pour vous complaire, je vous dirai seulement que je suis un gentilhomme espagnol étudiant dans cette ville. S'il vous importait de savoir mon nom, je vous le dirai. Mais enfin, si vous vouliez par hasard vous servir de moi en quelque autre chose, sachez que je m'appelle Don Juan de Gamboa. » « Vous m'avez rendu un service signalé, » répondit son interlocuteur. « Mais pourtant, Seigneur Don Juan de Gamboa, je ne veux pas vous dire qui je suis, ni mon nom seulement, car j'aurais un plaisir extrême à ce que vous l'appreniez d'un autre que de moi, et j'aurai soin qu'on vous en instruise. » Don Juan lui avait demandé d'abord s'il était blessé, car il lui avait vu donner 2 grands coups d'épée. « Non, » avait répondu l'autre. « Après Dieu, une bonne cuirasse que je portais m'a garanti. Mais néanmoins mes ennemis m'achevaient si je ne vous eusse trouvé à mes côtés. » En ce moment, ils virent venir à eux une troupe d'hommes, et Don Juan s'écria: « Si ce sont les ennemis qui reviennent, mettez-vous en garde, Seigneur, et faites comme un homme de votre qualité. »« À ce que je crois, » reprit l'autre, « ce ne sont pas des ennemis, mais des amis qui viennent à nous. » C'était vrai, car ceux qui approchaient, et qui étaient au nombre de 8, entourèrent l'inconnu et échangèrent avec lui quelques paroles, mais si bas et avec tant de mystère que Don Juan ne put les entendre. Alors l'inconnu se tourna vers Don Juan et lui dit: « Si ses amis ne fussent venus, je ne vous aurais nullement quitté, Seigneur Don Juan,
avant que vous n'eussiez achevé de me mettre en lieu sûr. Mais à présent, je vous supplie avec instance de vous retirer et de me laisser ici. J'y ai grand intérêt. En parlant ainsi, il porta la main à sa tête et vit qu'il était sans chapeau. Se tournant alors vers ceux qui venaient de le rejoindre, il leur demanda un chapeau, disant que le sien était tombé. À peine eut-il achevé que don Juan lui remit celui qu'il avait trouvé dans la rue. L'inconnu le tâta et le rendant aussitôt à don Juan. Ce chapeau, dit-il, n'est pas à moi. Par votre vie, Seigneur don Juan, emportez-le pour trophée de la bataille et gardez-le bien. Je crois qu'il est connu. On lui donna un autre chapeau, et don Juan, pour se rendre à son désir, après avoir échangé quelques compliments fort courts, le laissa sans savoir qui il était. Il revint à sa maison sans vouloir s'approcher de la porte où on lui avait donné l'enfant nouveau-né, parce qu'il lui semblait que tout le quartier était ému et réveillé au bruit du combat. Or il arriva qu'en retournant à son logis, il rencontra son camarade Don Antonio de Sunza. Et dès qu'ils se furent reconnus, Don Antonio lui dit « Revenez avec moi, don Juan, jusqu'au-dessus de la rue, et je vous conterai en chemin une étrange aventure qui vient de m'arriver, telle que vous n'en aurez pas entendu raconter de semblable en toute votre vie. » « Je pourrais vous conter une histoire de la même espèce, répondit don Juan. Mais allons où vous voulez, et contez-moi la vôtre.